Bonjour à tous. Je me présente déjà. Donc, je suis Céline Carimantran. Je suis enseignante en mathématiques. Donc, pendant 18 ans au collège et puis depuis quelques années maintenant à l'ESP, plus particulièrement à Mâcon, en tout cas pour l'Université de Bourgogne. Donc l'objet de notre réflexion d'aujourd'hui, c'est comment faire progresser les élèves en calcul mental à travers la construction du nombre. Alors j'ai ajouté et inversement, puisque la construction du nombre va nous permettre également de faire progresser nos élèves en calcul mental. Alors tout d'abord, pour qu'on soit bien d'accord sur les différents types de calculs. Donc le premier, c'est donc le calcul mental. Donc ce qu'on appelle calcul mental, c'est un calcul où on n'a pas donc de trace écrite pour répondre. Alors en même temps, cette trace écrite, elle peut être quand même dans l'énoncé ou elle peut être dans la correction, avec un énoncé qui peut être donc lui projeté, qui peut être oral. En réfléchissant au fait qu'un calcul mental avec simplement un énoncé oral est différent d'une projection de l'opération. Le calcul en ligne, qui lui est donc une modalité de calcul avec un recours à l'écrit, mais qui serait plus, disons, pour des calculs un peu plus complexes, où le calcul, en fait, on serait limité par le calcul mental. Comme toujours en mathématiques, en fait, à chaque fois qu'on invente un outil, c'est quand le précédent n'est plus suffisamment efficace. Donc on va passer au calcul en ligne quand le calcul mental ne sera plus suffisamment efficace pour nous. Et donc le calcul en ligne avec des procédures un peu plus complexes qui vont nous permettre de passer au calcul réfléchi, qui se distingue du calcul donc posé. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça avance tout seul, le truc, hein. Donc, je vais peut-être le mettre autrement. Donc le calcul posé qui lui sera fait sous forme d'un algorithme avec un calcul en colonne, où là finalement le calcul ne dépend que des chiffres et non pas du nombre, non pas de la valeur du nombre telle que de sa grandeur, de sa place dans la file numérique, etc. Donc le calcul posé, et pour terminer, donc le calcul instrumenté. Alors quand on parle calcul instrumenté, on parle souvent calculatrice, mais on peut aussi utiliser dans les classes boulier, abac, tableur, qui font aussi partie du calcul instrumenté. Maintenant, peut-être pour se mettre un peu tous dans la stratégie du calcul mental, je vais vous faire peut-être travailler un petit peu. Et donc, vous posez quelques questions de calcul mental, alors très très simples, mais juste pour qu'on réfléchisse ensemble aux procédures. Donc, on va faire des plus 9. Alors, des plus 9, on devrait s'en sortir. Donc, je ne vous demande pas forcément la réponse, mais en tout cas, de réfléchir comment vous êtes parvenu au résultat. Donc, par exemple, si on fait 27 plus 9, 36, on est d'accord. Ensuite, on va faire 258 plus 9. Donc, voilà. Ensuite, 795 plus 9. Bon, je vous laisse. Voilà. Bon. 121 plus 9. Ça va, tout va bien. Et 350 plus 9. Normalement, ça va. Sur cet exemple simple, vous voyez, si on revient un petit peu sur les résultats, les opérations que je vous ai proposées, la première 27 plus 9, alors peut-être certains ont fait plus 10 moins 1, mais peut-être certains ont pensé à la table du 9. Voilà. Sur l'exemple suivant, j'en vois qui n'ont pas pensé à la table du 9. Sur l'exemple suivant, donc le plus 10, attendez, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de le mettre. Voilà, peut-être revenir un peu en arrière. Sur l'exemple suivant qui était donc 258 plus 9, là on a fait certainement plus 10 moins 1. Sur le suivant qui était 795 plus 9, peut-être certains l'ont fait sous la forme je vais à 300 en faisant plus 5 et ensuite plus 4. Sur le suivant qui devait être 121 plus 9, peut-être
vous avez certainement fait pas plus 10 moins 1, vous avez dû faire plus 9 au complémentaire à 10. Et le dernier, 350, je crois que c'était plus 9 sur les unités de numération. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que sur un exemple comme ça, où on pourrait penser que la procédure du plus 9 est toujours de faire plus 10 moins 1, finalement, qu'est-ce qu'on utilise? On va utiliser des décompositions, alors effectivement le plus 10 moins 1, des décompositions de la numération, de la décomposition canonique sur les unités de numération, des compléments. Donc, et finalement, on n'a sans doute pas tous pris les mêmes procédures. Il n'y a pas de bonne procédure ou de mauvaise procédure dans le sens où on parvient au résultat. Par contre, ce qu'on va voir, c'est que nous, l'objet de notre travail en calcul mental, ça va être d'amener les élèves à avoir diverses procédures pour qu'ils trouvent quelle est la plus efficace, mais sans en bannir aucune, et surtout pour éviter qu'ils s'accrochent à leur procédure efficace, mais qui est parfois coûteuse mentalement. Donc, ce petit exemple va nous faire penser à cette réflexion donc, de François Boule, qui a beaucoup travaillé sur le calcul mental, qui nous dit que le calcul mental, c'est plutôt un travail sur les nombres plutôt que sur les chiffres, parce que quand on travaille en calcul posé, on réfléchit sur les chiffres indépendamment de l'ordre de grandeur, indépendamment de leur valeur dans le nombre. C'est-à-dire qu'on va additionner 3 plus 4, on ne va pas forcément penser que c'est 3 dizaines, 4 dizaines, etc. Donc c'est vraiment ce travail autour du nombre et de la construction du nombre. Quand on travaille en colonne, quand on travaille de façon algorithmique, on isole chaque chiffre de l'ensemble du nombre. Alors, un petit quand même survol rapide des programmes pour qu'on se fixe bien les choses. Alors, premier programme, donc au cycle 2, je vais passer rapidement puisque c'est plus le cycle 3 qui nous intéresse. Alors, quand même, peut-être avant de parler de ça, vous rappelez que finalement, depuis la place du calcul mental dans les programmes, c'est depuis le siècle dernier, enfin début du siècle dernier, ça a toujours été quand même très important. Le cycle 2, donc les 4 opérations qui sont étudiées à partir de problèmes qui contribuent à donner du sens autour des grandeurs et mesures en particulier, puisqu'on pourra faire aussi du calcul mental que j'appellerais un peu à la volée, disons dans d'autres problèmes. Et donc une pratique, les 4 opérations donc, qui sont étudiées, et donc une pratique quotidienne qui va conforter la maîtrise des nombres et des opérations. Dans la partie nombres et calcul aussi, la connaissance des nombres entiers et du calcul est un objectif majeur du cycle 2 qui se développe donc en travaillant sur plusieurs axes, en particulier sur les grandeurs et mesures. Et ces axes étant donc les 4 axes, enfin je ne sais pas si je vous les rappelle, mais enfin en gros c'est résolution de problèmes, connaissance des nombres, la numération orale chiffrée, les nombres inférieurs à 1000, et l'appropriation de stratégies de calcul. Alors l'appropriation de stratégies de calcul à travers la mémorisation de faits additifs, multiplicatifs, la connaissance des nombres, le suivant, le précédent, les décompositions. J'insiste parce que finalement, comme le disait M. Pétraud, les difficultés qu'on retrouve en mathématiques au cycle 3 et même au plus tard au collège, elles proviennent très souvent de difficultés qui sont installées dès le cycle 1, c'est-à-dire des difficultés dans la construction du nombre en tant que tel et pas en tant que numéro. Ce n'est pas l'objet de notre réflexion ici, mais je pense que c'est important de dire que plus on va insister sur cette construction du nombre, par exemple du nombre inférieur à 10, et plus on aura de facilité ensuite sur les nombres et les calculs. Alors une remarque aussi, dans les programmes, on insiste sur l'utilité du calcul mental dans la vie quotidienne. Bon, au cycle 2, je ne suis pas vraiment convaincue, bon, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûre qu'un enfant de cycle 2 se pose la question du prix. Bon, peut-être que oui, je ne sais pas, je ne veux pas. Voilà, pour acheter des bonbons, mais je pense que... Pour avoir un enfant de cycle 2, je vous dis que c'est quand même loin, c'est plutôt le paquet qui peut tenir dans la main que le prix du... Donc le cycle 3, donc pour approfondir les notions mathématiques,
Et puis surtout étendre le domaine d'étude au nombre décimaux, à la proportionnalité, grandeur et mesure, avec des nouvelles grandeurs telles que les aires, les volumes par exemple, et puis ensuite, continuant sur le cycle 3, les angles. Dans le programme aussi, on vous rappelle que, donc, très important, le calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté sont à construire en interaction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en interaction, c'est-à-dire que le calcul mental va nous servir, en travaillant en calcul mental, on va progresser en calcul posé, en algorithme de calcul posé. On ne peut pas réussir à poser une multiplication si on n'arrive pas, si on ne connaît pas ces tables. On a beaucoup de mal à faire des soustractions si on a des problèmes sur les complémentaires, par exemple. Donc tout ce travail-là, cette progression en calcul mental va nous permettre de progresser en calcul posé, calcul instrumenté, en prévoyant les ordres de grandeur, etc. De la même façon, dans l'autre sens, le calcul posé, quand on va progresser en calcul posé, on va progresser aussi sous la forme sur les propriétés des opérations, sur la distributivité, l'associativité, etc. Et donc, ça va nous permettre de trouver des nouvelles procédures de calcul mental. Donc, vraiment, tout est lié, ces différents types de calculs sont liés. Et dans les programmes, on insiste aussi sur le fait que le calcul mental et le calcul en ligne, parce que c'est vrai que le calcul en ligne ne se différencie pas tant que ça du calcul mental. La place dans l'enseignement doit être plus importante que la place du calcul posé. Pour cela, le calcul mental, pour utiliser le calcul mental, il faut qu'il puisse s'appuyer sur des faits numériques mémorisés et des éléments, des calculs élémentaires automatisés. Et donc, ça va permettre à l'élève de retravailler, de travailler ses procédures, de travailler la construction du nombre et les différents algorithmes avant de les compliquer sur du calcul posé. L'idée étant toujours de trouver la procédure la plus efficace. Alors, quelques petites remarques aussi par rapport au raisonnement. Une remarque de la commission, peut-être que vous connaissez la commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques qui a fait un rapport d'étape sur le calcul. Et dans ce rapport d'étape, il y a une partie sur le calcul mental où on vous dit que le calcul mental, pour jouer le lien entre calcul et raisonnement, il n'est pas souhaitable que le calcul mental soit systématiquement routinisé, automatisé. C'est-à-dire qu'il doit être aussi fait d'une façon qui va appeler au débat scientifique, à l'échange de procédures, où les procédures vont être validées par l'enseignant, par exemple, vont être comparées. Peut-être on aura des moments où on ne va pas privilégier une procédure par rapport à une autre, et puis d'autres moments où on va se mettre d'accord sur une procédure ensemble. Cette fonction de raisonnement, ça va être aussi une façon de réfléchir entre le coût et l'efficacité. C'est-à-dire que certaines procédures vont fonctionner, vont être efficaces, mais sont très coûteuses mentalement. Donc nous, ça va être notre travail, leur en proposer plusieurs, réfléchir ensemble et choisir celle qui sera le plus efficace. Donc, je pense qu'il faut, c'est important de préciser que le calcul mental, c'est pas opposé au raisonnement et à la réflexion. Alors, il va s'allier aussi, alors autre citation peut-être que vous connaissez, de Denis, alors je ne sais pas si on dit Bluten ou Bluten, et Monique Pézard. Donc sur le calcul mental et résolution de problèmes numériques. Alors c'est, d'ailleurs oui, j'ai fait une faute, excusez-moi. C'est Butlen, oui, c'est vrai. En le voyant, je me dis que... Donc sur le calcul mental et résolution de problèmes au début du collège, mais il y a aussi sur une partie du cycle 3, qui va nous dire que le calcul mental va être un moment
pour enrichir les conceptions numériques et familiariser les enfants avec les nombres, avec la formation des nombres et avec s'approprier les propriétés des opérations, enrichir, diversifier les différentes procédures de calcul. Alors, autre petit moment de travail pour vous, j'espère que ça ne va pas passer trop vite. 45 plus 17, alors 45 plus 17, cette fois, vous voyez, c'est écrit, donc ça fait appel à d'autres choses, donc je vous laisse réfléchir comme tout à l'heure, et puis réfléchir à la procédure qu'on va utiliser pour ce 45 plus 17. Bon, je pense que quand même, tout le monde a trouvé la réponse. Alors, plusieurs procédures. Une procédure, tiens, voilà, bon, bah, j'espère que... Ok. Excusez-moi, une première procédure qui va être de poser dans sa tête. Alors, poser dans sa tête, l'élève qui... En fait, c'est souvent les élèves en difficulté, excusez-moi pour ceux qui l'ont fait, mais c'est souvent les élèves en difficulté qui posent dans leur tête, parce que finalement, ils s'accrochent quelque part à une procédure qu'ils savent efficace, même si elle est coûteuse. Autre procédure, ça va être la décomposition additive canonique de l'un des deux termes, par exemple, donc le 45 plus 40 plus 10 plus 7, ou bien, vous voyez, 50 plus 12. Alors, peut-être d'autres vont penser aussi au 45 plus 15, parce qu'on a l'habitude du 60. Et puis, peut-être certains l'ont fait aussi avec plus 20 moins 3. Donc voilà. Alors, quand on fait plus 20 moins 3, ça peut être aussi qu'on a on a l'habitude de travailler sur la file numérique, sur ajouter des dizaines entières et puis reculer ensuite. Voilà. Donc, vous voyez sur cet exemple-là, diverses procédures, chacun retrouvera ses petits. Mais déjà, une première remarque, c'est que si si un enfant pose dans sa tête, sur un exemple comme ça, par exemple, où là, c'est une addition avec une retenue. Ça lui demande de faire, évidemment, de commencer par 5 plus 7, parce qu'il aura une retenue, et ensuite de remettre les chiffres dans l'ordre du nombre. Donc ça lui demande aussi une mémorisation supplémentaire, c'est-à-dire de souvenir qu'il a fait le 2, chiffre des unités, puis le 6, et après de donner le 62. Ce qui, par exemple, est moins gênant quand on a une addition sans retenue. Une addition sans retenue, on peut très bien poser dans sa tête, mais en commençant par les dizaines, admettons. Parce que là, on n'a pas besoin de remettre le nombre dans l'ordre. Donc finalement, on n'a pas besoin de retravailler sur les chiffres. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour les élèves les plus en difficulté, finalement, quand on va leur parler des compositions, même s'ils comprennent la décomposition, elle n'est pas suffisamment accessible, elle n'est pas suffisamment disponible rapidement pour eux, pour leur permettre de l'utiliser dans le cadre du calcul mental. Et donc, ils vont utiliser une procédure beaucoup plus lourde et beaucoup plus coûteuse au niveau de leur charge mentale. Alors, autre petite opération, après je vous promets c'est la dernière, 32 fois 25. Je vais peut-être vous laisser un tout petit peu plus de temps que la première fois. Bon. Alors, on n'a pas le droit de les poser, hein. Je vous rappelle que c'est du calcul mental, qu'on ne pose pas et on ne fait pas comme les étudiants, on ne sort pas son téléphone pour calculer sous la table. Alors, donc, premièrement, calcul dans la tête, on est d'accord que là, ce n'est pas très efficace, c'est la moindre des choses. La réponse, c'est 800, hein, je vous dis quand même. Alors, calculer dans sa tête, là, vous voyez, ça demande une mémorisation énorme. D'autres procédures, peut-être que vous avez utilisées, ça va être de faire 30 fois 25, plus 2 fois 25, ou bien 20 fois 30, plus 5 fois 20 fois 32, plus 5 fois 32, avec une remarque que cette dernière, ça ressemble en fait à la multiplication posée, à la décomposition. Donc là, on utilise l'associativité, la distributivité. Une espèce de double distributivité qui n'est pas forcément la plus utilisée par les élèves, mais qui peut fonctionner aussi, mais qui demande de mémoriser plusieurs résultats intermédiaires.
Et puis le dernier, qui est une décomposition multiplicative, c'est-à-dire en pensant que 4 fois 25, que 25 fois 4, c'est 100. Donc multiplié par 25, c'est multiplié par 100 et divisé par 4. Ou bien commencer par diviser par 4 et ensuite multiplier par 100. Ce qui est finalement le plus efficace ici. Alors vous voyez que la première, calcul dans la tête, finalement ça ne demande pas énormément de connaissances, mais une charge mentale, une mémorisation importante, là pour le coup. Alors que pour les autres procédures, on aura peut-être moins de connaissances à avoir, enfin ce sera pas plus de connaissances à avoir, mais moins de choses à mémoriser. La dernière étant efficace, mais la dernière, il faut bien connaître les différentes représentations des nombres et de bien connaître le 25. Cette propriété-là qui ne va pas être applicable tout le temps, qui là elle fonctionne ici, quoi. Donc sur ces deux exemples, vous voyez que le concept de nombre, il va se construire en interaction avec la maîtrise des techniques de calcul et la construction des algorithmes opératoires. Puisque finalement, quand on va travailler le 32 fois 25 en 5 fois 32 plus 20 fois 32, finalement, ça revient à poser l'opération, puisque c'est exactement ce qu'on fait quand on pose une opération avec cet algorithme plus complexe. Alors, maintenant pour les conditions de mémorisation, donc comment est-ce qu'on va travailler notre mémoire? C'est sur donc des reconstructions de faits numériques qu'on va construire et reconstruire ensemble, qu'on va mémoriser à travers des séances de répétition. Là, on va enrichir sa mémoire et puis enrichir les procédures et après la mise en réseau. Alors en fait, la mémoire va fonctionner de façon spiralaire sur une forme de mémoire. Là, c'est plutôt ce qu'on appelle la mémoire à long terme. J'espère que les psychologues dans la salle me contrediront plus tard, peut-être, je sais pas. Pas tout de suite. Et donc, ces conditions de mémorisation, en fait, chaque nœud va activer les nœuds voisins, mais de façon atténuée. Et plus ces nœuds-là seront suscités souvent, plus finalement, on va se familiariser avec les nombres, et plus ça va fonctionner rapidement. Donc, plus on va pouvoir en fait faire fonctionner ces différentes procédures, les mémoriser, travailler sur les nombres, plus ce sera accessible facilement. C'est pour ça que, par exemple, on va être plus familiarisé avec ce qu'on appelle les nombres ronds en français, qui en maths, ou les petits nombres en français, qui ne sont pas des petits nombres en maths, pour nous ça ne voudrait pas dire grand-chose, mais finalement, puisqu'on est plus familiarisé avec ces nombres-là, on va plus mémoriser ces résultats-là. Il y a des recherches très intéressantes sur la mémoire. Par exemple, c'est plus facile, si je vous donne une opération et à mémoriser le résultat d'une opération, ce sera plus facile que de mémoriser une suite de chiffres, admettons. C'est-à-dire qu'on va toujours travailler sur ce réseau de la mémoire et sur ce fonctionnement-là. Donc, les conditions maintenant de mémorisation, il faut avoir une bonne représentation des nombres pour pouvoir mémoriser. Par exemple, un exemple simple, si vous faites en calcul mental toujours, 68 moins 4 par exemple, 64, vous aurez tendance, j'imagine, à partir du 68 et enlever le 4. Si je vous dis 68 moins 62, vous aurez tendance à partir du 62 pour aller au 68. C'est-à-dire que la représentation qu'on a du nombre, si on enlève un petit, si on enlève un grand, on ne fait pas la même chose. Donc c'est la représentation aussi de la file numérique. Autre condition de mémorisation, la compréhension des opérations en jeu, évidemment, puisque pour pouvoir travailler dessus, et de prendre conscience de l'intérêt de disposer d'un répertoire en mathématiques, mais je pense comme dans tous les enseignements, si l'enfant ne voit pas l'intérêt du répertoire, il ne va pas le constituer, il ne va pas s'en servir, il va le faire le jour où on va lui demander, et finalement, s'il n'est pas mobilisé par la suite, ça va pas progresser. Et puis, un entraînement régulier, évidemment, en conditions de mémorisation. Par rapport à ce que disait M. Petro tout à l'heure, évidemment, si on va travailler une opération sur la fiche 4 du fichier, et puis finalement, jusqu'à la fiche 52, on n'en reparle plus, on peut douter du fait qu'on va le mémoriser. Alors,
ce que j'appelle le paradoxe de l'automatisme, eh bien, en mathématiques, finalement, quand on parle d'automatisme, c'est souvent assez négatif. C'est-à-dire que ce serait une procédure qu'on va utiliser tout le temps sans finalement savoir si elle est efficace, si elle est utilisable ou pas, ce qu'on appelle des automatismes. On parle souvent de mauvais automatismes. Finalement, le paradoxe de l'automatisme, c'est quand on fait du calcul mental, on va développer des automatismes, une procédure automatisée, mais qui va nous donner des bons automatismes. C'est-à-dire que quand on aura suffisamment intégré une procédure, on pourra l'utiliser sans y penser pour avoir un bon automatisme qui va nous permettre de travailler. Par exemple, le mauvais automatisme, ce serait, excusez-moi pour ceux qui l'ont fait, ce serait de poser dans sa tête. Parce que c'est rassurant, mais finalement, c'est un automatisme qui n'est pas toujours très efficace. Tout à l'heure, quand on parlait du plus 9 sur cet exemple-là, de faire plus 10 moins 1, ce n'est pas toujours efficace. Donc l'automatisme, la répétition du geste, de la procédure, toujours la même, sans réfléchir vraiment à son efficacité, sans construire de nouvelles, n'est pas bonne. Mais par contre, le travail et l'intégration de nouvelles procédures pour qu'elles deviennent automatiques vont nous permettre de progresser. Alors, maintenant, le calcul mental et les résolutions de problèmes, eh bien, quand on a des bonnes capacités en calcul mental, ça va permettre de libérer de l'espace dans la mémoire de travail, puisque notre mémoire de travail sera moins mobilisée par les opérations en jeu, et donc également d'accroître les capacités d'initiative de l'élève, qui sera cette fois aussi libéré de cette partie calcul pour pouvoir tenter des opérations. Ce qui s'apparente aussi parfois quand vous faites de la résolution de problèmes avec les enfants, avec la calculatrice par exemple. C'est un peu proche de ça, c'est-à-dire que si on fait avec la calculatrice, les enfants sont moins bloqués par le fait de l'opération à poser, par la grandeur des nombres, etc. Alors ce qu'on voit, c'est que les enfants qui ont des problèmes, qui ont des difficultés en calcul mental, ont souvent des difficultés en résolution de problèmes. Et que les deux vont pouvoir se travailler ensemble. Puisque quand on va progresser en calcul mental, ça va libérer un poids mental pour la résolution de problèmes. Pour les valeurs approchées, effectivement, pour anticiper et calculer la vraisemblance d'un résultat, pour en débattre aussi. Très important aussi que le 3, comme on va commencer à travailler sur les nombres décimaux, puisque ce sera l'objet de la réflexion suivante, mais on va travailler sur les valeurs approchées en calcul mental pour vérifier le résultat. Le calcul mental, il ne faut pas qu'il se limite au calcul exact. Je crois que c'est important. Alors, donc, pourquoi faire en résumé ? Pour construire et travailler donc, la compréhension des nombres et des propriétés de la numération. Pour développer la connaissance des nombres, puisqu'on l'a vu, c'est une part importante de notre travail. Travailler le sens des opérations. Découvrir et utiliser les propriétés des opérations, puisque à travers le calcul mental, on va travailler la distributivité, même si on ne la nommera pas forcément comme ça, l'associativité. Le suivant, ce sera développer des habiletés calculatoires. Je pense qu'il ne faut quand même pas négliger ce fait-là, que le calcul mental, c'est aussi par rapport aux habiletés calculatoires, des genres de défis aussi qu'on va proposer aux élèves. Et puis donc construire des faits numériques et des procédures élémentaires qui vont être utiles, même indispensables, pour les calculs posés, pour permettre de traiter des calculs plus complexes et développer des compétences, ça va un peu vite, des compétences dans le cadre de la résolution de problèmes, par exemple au niveau du choix des opérations. C'est aussi important pour quand vous allez faire du calcul mental, les séances de calcul mental autour du débat, du raisonnement, de l'échange de procédures. Et donc développer l'esprit critique et l'esprit scientifique, qui est important à développer dès l'école élémentaire. Et donc on va aussi être amené à déterminer un ordre de grandeur pour contrôler un résultat. Voilà, alors maintenant pour ce qui est du type de calcul mental, on va donc différencier deux types de calcul mental, ce qu'on appelle le calcul mental. Donc là, on est plus en classe, sur le calcul mental automatisé et le calcul mental réfléchi.
Alors, 2 types de calcul mental. Donc, le calcul mental automatisé, ça va être des calculs, des résultats qui sont immédiatement disponibles, parce qu'ils ont été mémorisés, comme les tables par exemple, ou bien parce qu'ils ont été construits au cours de calcul mental réfléchi, consciemment construits, mais ensuite suffisamment intégrés pour être utilisés de façon automatique, donc inconsciemment. Par exemple, les priorités, multiplication par 10, par 1000. Et donc, de quoi est-ce qu'il est constitué ce calcul mental automatisé ? Eh bien, on va faire appel dans notre mémoire à un répertoire qui est déjà constitué. Mais ce répertoire, ce qui est important, c'est qu'il est constitué à partir du calcul mental réfléchi, finalement. Donc, ce calcul mental automatisé, ça va être finalement très souvent ce qu'on appelle, disons, le calcul mental à papa, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand... ou à maman, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le calcul mental, allez, je te fais un petit calcul mental, 7 fois 8, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va dire le calcul mental automatisé, quoi. Alors que le calcul mental, donc les objectifs, ça va être automatiser des calculs simples, mémoriser des résultats, connaître ses tables, par exemple, des utilités. Donc, des exemples de compétences, donc table, additionner, soustraire, des dizaines, des centaines, les compléments à la dizaine, contrairement aux compléments à la centaine ou à 1000 qui sont pas la même, qui fonctionnent pas sur le même principe, c'est plutôt réfléchi là. Complément à l'entier supérieur pour les nombres décimaux, multiplication, division par 10, 100 ou 1000. Par exemple, hein, mais il y a d'autres choses qu'on pourrait utiliser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le calcul mental automatisé. Alors, calcul mental réfléchi, qui n'est pas à maman, c'est comme ça. Alors, calcul mental réfléchi, en réalité, donc c'est une procédure consciente de calcul mental, c'est-à-dire qu'on sait qu'une procédure fonctionne, donc elle demande un effort supplémentaire. C'est une stratégie qui a été construite avec l'enseignant. Alors parfois certains n'en ont pas besoin, parfois certains vont trouver leur procédure seuls, mais pas toujours, enfin rarement d'ailleurs. Et donc elle va dépendre du vécu, de ce qu'on a fait avant, des connaissances qu'on a en calcul automatisé, est-ce que c'est disponible ou pas, du nombre, du contexte, etc. Par exemple, tout à l'heure, sur notre 32 x 25, eh bien finalement, si on veut faire un calcul mental réfléchi avec le 32 x 25, il faut déjà que la décomposition canonique soit accessible facilement, sinon on ne pourra pas l'utiliser. Donc il faut qu'elle soit passée en calcul mental, en quelque sorte automatisé, pour qu'elle soit disponible en calcul mental réfléchi. C'est important. Et donc là, on va utiliser consciemment des répertoires ou des procédures, ou des procédures pour effectuer un nouveau calcul. Si jamais, je vois que ça passe un peu, si jamais je pourrais donner le... Hein, voilà. Je pense que ce sera pas plus mal. Donc les objectifs du calcul mental réfléchi, utiliser des répertoires constitués pour construire des procédures, organiser, effectuer des calculs à partir de ces procédures, et puis donc découvrir, utiliser les propriétés des nombres et des opérations. Donc ce sera souvent des séances plus longues. Hein. Le calcul mental réfléchi, ce sera sur des types de séances longues, alors que le calcul mental automatisé, ce sera plutôt sur des séances courtes, dans un côté court et fréquent, un côté quotidien. Là, ça sera un moment où on va réfléchir tous ensemble, s'installer tous ensemble pour construire ces nouvelles procédures, pour construire ce répertoire pour nous. Donc, pour comparer les deux, calcul mental automatisé qui va nécessiter moins d'efforts puisqu'il va être exécuté par réflexe, en quelque sorte, mais il faut que ce réflexe-là, il s'acquiert à un moment donné, qui peut être exécuté rapidement. Le calcul mental réfléchi, lui, eh bien là, il va nécessiter un temps plus important, une charge aussi de travail mental, de travail plus importante, et parfois des traces écrites dans le sens d'une institutionnalisation pour justement que ces procédures puissent être disponibles par la suite.
Donc, on va à chaque fois construire en interaction ces deux calculs mentaux. Le calcul mental réfléchi va nous donner un répertoire qui, après, pourra être utilisé en calcul mental automatisé. Et le réfléchi va se construire à partir du calcul mental automatisé. Alors, maintenant, les 4 types de séances en classe, les 4 types de séances de calcul mental. Alors, 4 types de séances en mathématiques et peut-être ailleurs aussi, je ne suis pas spécialiste, mais finalement, il y en a toujours 4 types de séances. C'est-à-dire qu'on a des séances qui visent les apprentissages, des séances d'entraînement, des séances de réinvestissement, des séances d'évaluation. Alors, les séances qui visent des apprentissages, ça va être des séances longues qui vont nous permettre de découvrir ensemble les procédures. Si vous voulez, moi, comme dans le cadre de mon travail à l'ESP, puis avant, quand j'étais au collège, où j'allais aussi rendre visite aux professeurs dans les classes, parfois on voyait des séances de calcul mental qui finalement étaient je sais pas, moi là j'ai un exemple en tête d'une stagiaire qui faisait des opérations tous les matins, plus 9, plus 11, et puis le lendemain, elle refaisait la même chose, plus 9, plus 11. Et les élèves progressaient pas. Parce que c'est pas parce qu'on répète un exercice qu'on va y arriver. Si à aucun moment on a pris le temps d'expliquer comment faire, c'est-à-dire sinon on va tester une procédure qu'on n'a jamais apprise, on va tester une compétence qu'on n'a jamais travaillée. Donc c'est important que votre compétence, pour qu'elle puisse être évaluée, qu'elle puisse être travaillée, qu'à un moment donné, on ait pris le temps, lors de séances plus longues, d'expliquer comment on fait. C'est toujours pareil, certains enfants, les enfants, ceux qui étaient dans le haut du panier, là, du tableau, eux, ils vont trouver tout seuls comment faire. Mais les autres, ceux qui sont en difficulté, si on ne leur explique pas, ils ne vont jamais pouvoir passer cette marche-là. Et souvent, cette marche, j'y reviens aussi parce que cette marche, elle vient aussi de problèmes au niveau de la construction du nombre en cycle 1 et en cycle 2. Mais en tous les cas, il faut que dans des séances d'apprentissage, on explique les procédures, on leur dise voilà comment on peut faire, voilà comment je décompose, voilà, et maintenant on va s'entraîner, on va travailler comme ça. Des séances d'entraînement qui là seront plus courtes, où là on va réinvestir, on va travailler différemment, et des séances de réinvestissement, où là ça pourrait être du calcul mental ou dans des problèmes, ou bien sous type de jeu, avec différents jeux, on verra si on a le temps d'en parler un petit peu à la fin. Et des séances d'évaluation, alors l'évaluation elle peut être formative, sommative, peu importe. L'évaluation va permettre aux enseignants et aux élèves de savoir où ils en sont, ça va leur permettre aussi de continuer de travailler à travers ces séances d'évaluation, qui seront peut-être des évaluations avec correction entre pairs, avec correction par l'enseignant, avec une correction ou échange de procédure, mais les séances d'évaluation, elles seront importantes aussi, où on va varier le support, et là on va pouvoir continuer de travailler à travers ces séances-là d'évaluation. Donc ils seront plutôt courtes, enfin ça dépend un peu comment on les voit. Alors les séances longues ici, elles vont pouvoir nous amener à mémoriser des résultats et des procédures à automatiser. Et là, on va travailler le débat scientifique. On va dire voilà, par exemple, on va tous calculer, par exemple, je sais pas, moi, je donne une opération, et puis certains proposent une procédure, et puis on va tous calculer à la manière d'un tel. Donc on va travailler pendant un moment, on va répéter la manière de calculer d'Arthur, et puis ensuite on va aller voir Élodie qui calcule d'une autre façon, puis on va travailler à la manière d'Élodie. Et on va comme ça échanger nos procédures et travailler à la manière d'eux. Et puis quand même, l'enseignant, il est là pour institutionnaliser, décider ce qui est, puisqu'il y en a qui fonctionnent pas, ce qui est efficace ou pas. Et puis, lors de ces séances longues, ce qui est important, c'est qu'on va aussi institutionnaliser nos procédures, c'est-à-dire, voilà, on va décider que peut-être il y en a une qui est plus efficace que l'autre, qu'on va pouvoir écrire dans un cahier de calcul, sur une trace, quelque chose auquel on pourra faire appel plus tard
pour continuer notre travail quand on aura le même type de problèmes qui vont se présenter. Et souvent, quand on pense calcul mental, on n'oublie pas tous, mais parfois ce genre de séance est oublié pour rester uniquement sur les séances courtes. Et c'est dommage parce que c'est sur ces séances-là où on va travailler la construction du nombre, la construction de procédures. C'est à travers ces séances-là qu'on va pouvoir justement construire vraiment les procédures et enrichir le répertoire et échanger et raisonner aussi. Et puis organiser un débat scientifique dans la classe. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger. Puisque en mathématiques, quand on a aussi des résultats faibles en mathématiques, on les a faibles aussi en sciences, mais parce que je crois qu'à un moment, on n'échange pas suffisamment sur cette question de débat scientifique, de laboratoire de maths en quelque sorte. Alors les séances courtes, qui seraient des séances pour s'entraîner, pour développer la rapidité, la concentration, la mémoire, de la révision, du réinvestissement, qui vont donc là nécessiter un grand nombre d'essais. Et donc ce sont des séances aussi des séances d'évaluation qui vont renseigner, qui vont motiver, qui peuvent être sous forme de jeux. Je sais pas, vous connaissez peut-être, je sais pas, le jeu du furet, l'autobus, enfin tous ces petits jeux qu'on peut faire en classe comme ça, des séances comme ça qui vont permettre finalement de relancer, de faire des défis entre élèves où on va chronométrer, pas chronométrer, qui peuvent être aussi du travail, je pense aussi aux APC, qui peuvent être aussi du calcul, du travail individuel sur ordinateur quand on en a suffisamment, qui peuvent être justement des séances plus classiques de calcul mental, qui peuvent être parfois peut-être, ça arrive au retour de récréation. Bonne vieille séance de calcul mental au retour de la récréation. Je voyais ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est bon, c'est pas à négliger puisque quand on enseigne, il y a quand même tout ça qui rentre aussi en ligne de compte. Donc là, c'est plus des séances classiques. Mais je crois que ces séances-là, qui sont quotidiennes, elles sont importantes, mais il faut les voir comme un réinvestissement de quelque chose qui a été construit auparavant. Alors, la question des tables de multiplication, puisque souvent quand on parle calcul mental, on parle table de multiplication. Alors, déjà, est-ce qu'on dit fois, est-ce qu'on dit multiplier? Alors là, il n'y a pas de... Je me garderai bien de vous donner une réponse là-dessus. La seule chose, c'est que si on dit 3 fois 2, eh bien, on itère le 2. Si on dit 2 fois 3, on itère le 3. Et mathématiquement, dire que 2 plus 2 plus 2, c'est la même chose que 3 plus 3, c'est pas évident. Mathématiquement, c'est une commutativité de la multiplication qui est masquée par le fois. Le multiplier, il ne va pas masquer la commutativité, puisque 2 fois 3, 3 fois 2, tout va bien. Mais par contre, on perd le sens de la multiplication. Et comme au cycle 3, enfin du moins jusqu'au CM2, on s'arrête à multiplier un nombre entier par un nombre décimal, l'itération de l'addition suffit finalement, on peut garder ce sens-là. Ce qui ne sera pas vrai ensuite, évidemment, dès qu'on va multiplier 2 décimaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire connaître ces tables? Ça veut dire que 6 fois 7, 42, mais ça veut dire aussi que dans 42, combien de fois 6, c'est-à-dire connaître dans d'autres situations, et puis les connaître aussi sur des cas, quand on sort un peu du problème. Alors, quelles sont les difficultés des tables? Les difficultés, ce sont les grands nombres, c'est-à-dire à partir de la table du 6-7, c'est ça en général qui est le plus difficile. Table du 2, c'est la plus simple, parce que souvent, début de cycle 2, on va beaucoup travailler sur les doubles. Table du 5 aussi, pour la même raison. Qu'est-ce qui est difficile aussi, c'est quand vous avez un résultat qui va intervenir plusieurs fois dans la table. Par exemple 18 par exemple. 18, comme c'est 9 fois 2 et 6 fois 3, plus un résultat intervient dans la table, plus il y a d'erreurs finalement. Qu'est-ce qui va être aussi... quelles sont les erreurs? Par exemple, si vous dites 7 fois 9, c'est rare qu'on vous dise 62 ou 61. C'est-à-dire, on vous dit pas n'importe quoi. Les erreurs, en général, elles sont avec les résultats parasites autour.
C'est-à-dire que l'élève, il va souvent donner les nombres qui sont autour du 63 dans la table de Pythagore. Donc c'est souvent un parasitage en fait. Donc ce ne sont pas des erreurs au hasard. Donc une fois qu'on les a cernées, il faut davantage travailler celles-là. Alors ensuite, comment les travailler ces tables de multiplication? Alors j'ai mis tradition familiale, point d'interrogation, pour l'avoir vécu et subi avec tous mes enfants. Et j'ai pas terminé. Donc c'est ah bah tiens, alors qu'est-ce qu'elle a dit pour demain, table du 3, les tables jusqu'au 5. Donc là on sait déjà qu'on va passer une très bonne soirée. Enfin peut-être vous. Je ne doute pas que vous vous énerviez pas du tout quand vous faites les devoirs avec vos enfants, mais moi c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, donc là je sais que ça va être absolument pénible, mais bon voilà, on passe par là. Moi, enseignante en mathématiques, c'est un moment assez pénible à la maison, donc j'imagine bien que pour certains parents, c'est pas la priorité. Et finalement, donc on peut pas, tout ça pour dire qu'on peut pas dire que les tables c'est que l'affaire des parents. Il faut vraiment que ce soit travaillé en classe, mais construit aussi en classe. Si on comprend la construction des tables, on y reviendra après, ça va être quand même plus simple. Alors un entraînement régulier, évidemment. Sortir de la comptine, pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, souvent on est parasité par les nombres qui sont autour. Donc si on récite toujours dans l'ordre, finalement on va garder ce parasitage. Donc sortir de la comptine, ça va être peut-être travailler autour de... faire des tables à l'envers, comme on a dit tout à l'heure, compléter des tables de Pythagore, et puis tout ce qui est jeu, des mémories, des dominos, alors tous les jeux qu'on peut avoir dans la vie, enfin les jeux classiques, on peut en fait tous les détourner sous forme des tables de multiplication, jungle speed, enfin tout ce qu'on veut. Et donc jouer sur les modalités d'interrogation en mettant chronométré, pas chronométré, un défi dans la classe, un défi entre élèves, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut mémoriser sur les tables de multiplication? Si je fais un peu comme ça rapidement, qu'est-ce qui est important dans les tables de multiplication? Alors le 2, le 5, on a dit ça va vite, ça on le sait. Le 2, le 5, le 10, voilà. Ensuite, par commutativité, vous voyez qu'il y a tout le bas là qui s'en va finalement, parce que si on connaît 3 x 6, on connaît 6 x 3, donc déjà il ne reste plus que ça. Ensuite, je peux enlever la partie table du 4, parce que je vais la construire, enfin je ne peux pas l'enlever, mais je vais la construire en étant le double du double. Donc je vais travailler sur la table du 4, double du double, je vais la travailler, je vais la construire. Ensuite, la table du 3, je peux la construire en étant le double plus une fois. C'est-à-dire, si je vais faire, je sais pas, si je fais 7 x 3, je vais faire 7 x 2 que je connais bien, plus 7. Donc la table du 3, ensuite je pourrais la construire comme ça. De la même façon, la table du 6, en faisant la table du 5 plus une fois. Donc quand je regarde bien, donc j'ai commencé, j'ai fait mes doubles, j'ai fait mes doubles du double, j'ai fait la table du 3, j'ai fait la table du 6, et finalement, il me reste ça. Alors après, je reviens. La table du 9, il y a aussi des histoires avec les doigts, là j'imagine que vous connaissez, que je ne trouve pas le plus efficace du monde non plus, parce que quand on veut aller vite, mais bon, pourquoi pas, on peut aussi la reconstruire. Mais finalement, qu'est-ce qui reste? Alors si j'enlève même la table du 9, finalement il reste 3 résultats, qui sont les résultats qu'on ne connaît jamais. C'est ceux pour lesquels les enfants ont toujours des difficultés. Et finalement, c'est ce qu'il faut, une fois qu'on a bien vu que ce qui était mémorisé, c'est ceux sur lesquels, alors on ne va pas travailler que ça, mais c'est ceux sur lesquels on va revenir le plus souvent. Puisque ce sont les résultats, finalement, les résultats difficiles, et les résultats difficiles à reconstruire. Les tables de multiplication, on va les construire et les travailler sous forme de cette reconstruction pour qu'elles soient mémorisées plus facilement. Alors, autre chose que je voulais vous proposer, qui est un outil, alors que j'ai appelé cahier de calcul. Alors dans les documents d'accompagnement, alors je crois que ça doit être le calcul au cycle 2 ou le calcul au cycle 3 ou au cycle 2 et 3, je ne sais plus. Ça s'appelle
recueil d'écrits de savoir. Bon, alors on pourra peut-être dire cahier de calcul avec les enfants. Et donc, sur ce cahier de calcul, ce qu'on pourrait faire, c'est un outil que je vous propose, qui pourrait être utile peut-être dans les classes. Ce serait de faire sous forme de 4 onglets, avec un onglet répertoire de nombres, un onglet opération posée, règles de calcul et calcul malin. Alors, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que j'entends à l'intérieur de chacun de ces onglets? Alors, répertoire de nombres, ce serait par exemple l'étape d'addition, l'étape de multiplication. Si on est au cycle 2, c'est la maison des 10, par exemple, les décompositions classiques, les pairs, les impairs, etc. Dans la partie opération posée, eh bien là, on pourrait donner les algorithmes des opérations au fur et à mesure qu'on va les connaître, on va les enrichir avec les décimaux, avec l'idée. Ce serait d'avoir en fait un cahier qui suivrait l'enfant tout le long du cycle. Même, soyons fous sur les 2 cycles. Un enfant qui ne perdrait pas son cahier entre le CP et le... D'accord. Non, mais déjà tout le long de l'année et au milieu du cycle, c'est-à-dire qu'il s'enrichit au fur et à mesure. C'est ça qui serait intéressant. Donc un 2e onglet avec répertoire aux opérations posées. Un 3e onglet avec les règles de calcul, comment multiplier par 2, comment multiplier par 10, qui serait plus du calcul automatisé. Et un dernier onglet qui finalement est intéressant parce que construit avec les élèves aussi, qui serait calcul malin, qui serait plus le calcul réfléchi. Comment faire par exemple, comment trouver rapidement les complémentaires à 1000. Vous savez trouver rapidement les complémentaires à 1000 ? Petite interrogation écrite. Par exemple 354 complémentaires à 1000. Complémentaires à 1000, en fait on fait les complémentaires à 9 sur les premiers chiffres et à 10 sur le dernier. Bon, admettons, ça ne sert pas non plus tous les 4 matins, mais enfin, le complémentaire à 100, c'est pas mal. Par contre, le complémentaire à 100, qui sur le même principe, on fait complémentaire à 9 sur le premier chiffre, sur le chiffre des dizaines et à 10 sur les unités, ça va nous servir dans tout ce qui est rendu de monnaie, etc. Donc, une partie calcul malin, où là, on va donner les procédures qu'on a trouvées en classe. Et puis, quand on a fait nos séances, là, on a débattu des procédures, on en a choisi une, peut-être qui était plus efficace que d'autres, et on va la mettre dans ce cahier de calcul, qui sera notre cahier de référence, finalement, quand on aura besoin de faire des opérations. Mais on pourra y revenir aussi bien sur le calcul posé que sur le calcul, sur la résolution de problèmes. On pourra garder ça, et puis peut-être le revoir avant un calcul mental, avant une séance d'évaluation. Voilà, je pense que c'est important qu'à la fin du calcul mental, il y ait un outil qui reste, une institutionnalisation, une trace écrite de ce qui a été fait. Voilà. Pour terminer, quelques jeux. Peut-être que vous connaissez. Vous avez les jeux, différents jeux. Alors, Matador. Je ne sais pas si vous connaissez. J'imagine que oui, parce que en plus c'est le CRDP de Besançon, c'est ça ? Donc où là vous avez une partie qui peut être faite avec des petits jeux individuels. Là, ce que je vous ai montré, c'est le Matador Flash. Sinon, il y a des parties plateau. Il y a une partie aussi sur ordinateur. Je vous ai mis aussi, alors là, ça doit être Matadix, je sais plus quoi, là, les plateaux là, que vous avez, des différents jeux avec des nombres cibles. Bon, le principe, c'est souvent sur une forme d'un nombre cible, sur le principe du compter bon, quoi. Donc vous avez des dés, des opérations. Alors la seule chose peut-être qui est un petit peu embêtante pour nous, c'est que par exemple sur le Matador Flash, on ne peut pas toujours décider de la difficulté. Donc alors que je crois que sur la formule sur ordinateur, là, il y a une gradation de la difficulté. Donc voilà, je vous ai mis aussi un petit jeu, la Calculator, en fait. On trouve plein de jeux comme ça, de plateaux qu'on peut utiliser. Faut pas négliger aussi, même si c'est pas le cycle 3, mais au cycle 2 et au cycle 1, tout ce qui est jeu de loi, où là on va pouvoir travailler sur avancer, reculer, j'ajoute 2, etc. Je pense que le jeu aussi, c'est une bonne façon de faire du calcul mental. Après, donc là, ça, c'est avec un support. Après, ça peut être des jeux du type ce que je disais tout à l'heure, jeu du furet. Quand je dis jeu du furet, tout le monde voit ce que c'est. Vous voulez que je vous redise un petit peu? Non, tout le monde voit ce que c'est. Les jeux du portrait,
Enfin, voilà, tous ces petits jeux qu'on peut faire en classe qui permettent la réflexion. Alors en faisant attention évidemment que les plus performants n'écrasent pas ceux qui sont le plus en difficulté. C'est toujours le problème de ce type de jeu, parce qu'il y en a qui sont très 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 rapides et il ne faudrait pas que les autres finalement attendent que ça se passe. Mais il y a différentes modalités de travail pour le calcul mental qui sont intéressantes. Quelques sites aussi, je vous ai mis rapidement. Alors, les premiers sites ici, c'est pareil, vous retrouverez sur le diaporama, donc, qui sont des sites à utiliser plutôt de façon individuelle, avec des choses plus ou moins rigolotes, hein, parce que le dernier, Césamat, c'est plutôt une suite d'exercices. Mais en tout cas, ça peut être intéressant quand même. Et certains, surtout, vous pouvez grader la difficulté, c'est-à-dire vous pouvez dire l'étape jusqu'à temps, telle opération, telle difficulté, nombre décimaux ou pas. Et puis le site aussi Primat, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, Mathou Matheux qui est moins intéressant parce que on ne peut pas faire grand-chose. Mais en tout cas, Primat, où là, vous pouvez décider du nombre d'opérations, de la difficulté, du temps, qui peuvent être utilisés en classe entière, vidéo projetée, ou bien de façon individuelle pour un entraînement des élèves. Voilà. Pour ce qui est des sites, bon, il y en a énormément de sites qu'on peut travailler. Après, ça dépend quand même de la classe, de l'installation. Mais je pense, par exemple, en APC, ça peut être intéressant qu'il y ait une partie qui soit faite. Je ne dis pas qu'on ne va pas mettre nos 5 élèves d'APC chacun sur un ordinateur, mais ça peut être aussi un entraînement qui change un petit peu, quoi. Un peu ludique, parfois. La bibliographie que vous retrouverez sur le site, où il y a pas mal d'ouvrages sur le calcul mental. Voilà. Alors, pour conclure, avant de passer aux questions, j'espère que cette présentation vous a montré que le calcul mental, au-delà du défi un peu intellectuel qui est intéressant, mais qui n'est pas franchement le but de notre travail, le calcul mental, il nous permet de construire le nombre, de mémoriser, de travailler sur le nombre, de travailler aussi le raisonnement, l'échange, le débat. Et ça permet aux élèves de progresser. Et finalement, de progresser et de ne pas se rigidifier sur une procédure, mais de se laisser ouvert aussi à d'autres procédures, développer l'esprit critique. Et pour terminer, je dirais que finalement, progresser en calcul mental, c'est progresser en maths. Parce que quand on progresse en calcul mental, on progresse dans tous les domaines des mathématiques. Voilà, je vous remercie de votre attention.